salut, ça va? Aujourd'hui on fait une analyse de film. C'est une première sur la chaîne, donc j'ai choisi un film qui me tient assez à cœur. Alors ce film, il a raflé l'Ours d'Or à la Berlinale de 2016 et il a été nommé à l'Oscar du meilleur film documentaire la même année. On va parler de Fuoco a Mare, un film italien écrit et réalisé par Gianfranco Rosi. Alors l'analyse de film, c'est pas forcément une critique de film. Une analyse, ça se fait en suivant un ou plusieurs axes de réflexion. Et je reprends ici les axes proposés par la chaîne de marque-page que j'ai trouvé très clairs. L'axe esthétique, pour commencer, le scénario, c'est-à-dire la situation initiale, la complication, action, résolution, situation finale, parfois il y a une morale. Alors tout ça c'est très bien expliqué dans le livre de Jean-Michel Adam, qui s'appelle Le Récit. Et ensuite il y a la sémiologie, c'est-à-dire en fait la recherche des signes, la symbolique dans les films, les décors, les couleurs, ce genre de choses. Très bon exemple en ce moment avec Frankenstein par Del Toro, et puis toute sa théorie sur les couleurs, le rouge pour la mer, ainsi de suite. Enfin bon, allez voir, il y a plein de trucs sur le net. Ensuite, l'auteurisme, c'est-à-dire qu'on va chercher à expliquer le film par le prisme de son auteur, ou le réalisateur, en regardant ce qu'il a fait avant, donc ce qui va expliquer ce qui se passe maintenant dans le film, par exemple. Ensuite, l'étude de genre, c'est-à-dire la place des femmes, la mixité. Alors c'est encore trop souvent la non-mixité. Ensuite, il y a l'approche historique. On va replacer le film dans le temps pour mieux le comprendre. Et enfin, la critique, ce qui est le plus courant sur le net. C'est-à-dire que là, on va donner un jugement de valeur, c'est en totale subjectivité, c'est un avis personnel. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est au fond un mélange d'un peu tout ça. Je vais essayer de vous montrer comment Rossi filme une île qui respire et une tragédie. C'est une tragédie qui frappe aux portes, et il le filme sans crier trop fort, ni sans vraiment détourner le regard. C'est un film où le pathos a pas vraiment sa place, c'est très émouvant, c'est même marquant, mais on garde quand même vraiment de la pudeur et une certaine distance. Donc une des questions qui va aussi nous intéresser, c'est de savoir comment garder une part de création, et surtout de garder une certaine éthique, quand on a un sujet qui est extrêmement médiatisé et que tout a quasiment déjà été montré. Donc le réalisateur italien, il met en parallèle la vie banale à Lampedusa et le sort des migrants. Il va s'attacher à retranscrire ce qu'il voit, uniquement ce qu'il voit, parce que selon lui, et je cite, « La réalité véhicule toujours des émotions plus fortes que les choses réfléchies ». Alors on en pense qu'on veut, mais a priori, vu que c'est le premier film documentaire à remporter l'Ours d'Or à la Berlinale, on va dire qu'en tout cas, pour lui, ça fonctionne. Petite info, le réalisateur, Gianfranco, c'est aussi le directeur photo et le coproducteur sur ce film. C'est vraiment son projet, on va dire. Je vais essayer de pas trop m'étaler, j'ai beaucoup de trucs à raconter, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, mais il faut quand même un peu clarifier les trucs. D'abord, je vais vous parler des outils cinématographiques. Le dispositif est minimaliste, il y a une île, un médecin, un enfant, la mer et le temps qui passe. C'est à peu près tout, enfin presque, vous allez voir. Okay. Ensuite, je vais essayer d'expliquer comment il gère la place dans l'actualité. C'est-à-dire le sujet était partout au moment où le film est sorti. Lampedusa. Mais il arrive quand même à s'en détacher pour mieux raconter le réel. Et ça marche, même 10 ans plus tard. Si je devais caricaturer le film, je dirais que c'est un film avec une esthétique travaillée, c'est vraiment très beau. Mais aussi, enfin surtout, c'est un film qui a des choses à raconter, qui a des choses à dire. C'est un film qui a du sens. Ça veut dire qu'on va quand même y passer un petit moment. Allez, on commence. Ouais, ça n'avait pas commencé. Alors, le réalisateur et le monteur ont des outils cinématographiques, certains sont classiques, et d'autres sont moins courants dans le cinéma documentaire. Rossi, il évite la surenchère. Il la fuit même, on pourrait dire. Le hors-champ est présent dès le démarrage du film. On sait ce qui se passe dans Lampedusa, en tout cas de loin. Du coup, il n'y a pas de commentaire moral, il n'y a pas de musique qui cache un truc. Au final, on ressent. Alors qu'il n'y a rien qui est appuyé, parce qu'on sait déjà tout, on sait déjà ce qui s'est passé. Du coup, on se sent impliqué, il cadre la vie, et il laisse la crise hanter l'image plutôt que la filmer en direct. Et là, tu crées tout seul les liens qui te manquent dans le film. Le hors-champ. El Classico. C'est quand même le truc qu'on voit tout le temps, enfin du coup qu'on voit pas, mais qui est très riche et qui donne du sens. Alors en documentaire, on voudrait tout voir, on voudrait tout montrer, sauf que le hors-champ fait tout l'inverse puisqu'il ne montre pas. Alors attention, je dis pas qu'il va cacher, mais au contraire, il va amener autrement une information. Alors soit par pudeur, soit pour un effet de suspense. Dans Fuoco a Mare, l'événement spectaculaire que pourrait être, je sais pas, un naufrage ou au contraire le sauvetage, ou pire, les corps sans vie, c'est abordé, c'est toujours abordé, on l'est toujours avec, mais c'est jamais frontal, sauf vers la fin, où là vous verrez que c'est un peu plus dur. Durant tout le film, on a des pistes, et on a surtout de la distance. On va entendre une radio qui balance des coordonnées, des bouts d'échange, un faisceau de lumière qui va scruter la nuit, un peu par-ci par-là. C'est très beau, c'est toujours très beau. Et au final, c'est assez banal, c'est-à-dire qu'il va nous montrer de la banalité. Et on s'imprègne du drame pendant que cette banalité est là. Le quotidien
est banal, c'est de fait, mais dans ce film-là, il est empreint de drame. Donc là, tu ressens la crise comme une pression générale qu'on ne voit pas, mais tout semble s'y adapter. Tu sais que le drame est là. Ensuite, un autre outil qui va être utilisé, c'est la mise en place de la routine, justement. Dans le film, il y a une routine qui veut surprendre. Il y a une répétition de lieux et de scènes qui frustre un peu le spectateur qui était venu pour voir un drame pur. On voit l'enfant, on voit le médecin, des habitants qui vivent leur vie, et comme nous tous, au quotidien, ça se répète, c'est banal. Les gestes d'enfance, les gestes du médecin, ça forme un peu la base de l'émotion pour le récit. Quand cette ligne se déforme, avec la fatigue, la tension ou juste la rupture de l'habitude, et là tu sens qu'il y a un drame qui pointe son nez, tu sens qu'il va se passer un truc. En tout cas, tu sens qu'il se passe un truc. Et tout ça sans effet particulier, sans rien, entre guillemets, juste en cassant le banal. Et ça, on le ressent. Alors la tension, elle se fait entendre par la routine et les petits éléments qui changent. On voit par exemple l'enfant qui a du mal à respirer pendant un exercice, c'est le petit élément qui annonce le désordre. Et aussi le médecin qui fait le même geste qu'avant, mais un peu plus lourd, un peu plus difficile. C'est la routine, l'usure, et ça c'est lourd de sens. Ensuite, dans les autres outils, il y a le point d'ancrage moral. Alors ça, c'est un peu particulier, mais on va se rendre compte que le docteur, c'est pas un héros. C'est un professionnel qui agit. Il parle doucement, mais on l'écoute. On peut imaginer que c'est un peu le lieu entre l'île et le monde. C'est la clinique qui parle de politique. C'est la clinique qui fait le lien. Le geste médical localisé qui va nous connecter à l'extérieur. Alors ce qui est fort, dans Fuku Amare, c'est que le docteur, il fournit pas de commentaires. Il fournit une position stable, il regarde, il apaise. Mais pourquoi ça marche ? Parce que c'est quand même un truc qui pourrait être un peu étrange. Son métier, c'est l'éthique incarnée. Il soigne, il constate, il alerte. Et sa précision, son ultra calme, c'est ça qui va empêcher le pathos et surtout qui va nous forcer à être attentifs. Il explique pas le film. Il accompagne, il rassure le spectateur. C'est un peu le spécialiste qui est dans la salle. Ensuite, un autre outil, ça va être la gestion du temps. Alors aussi, il fait pas un film par accumulation. Il le fait avec le temps. Les plans respirent, on a droit à des silences qui durent, on revient à des endroits qu'on a déjà vus, et il va montrer peu de lieux différents. C'est la durée qui va nous donner le droit, enfin presque le devoir, de ressentir et de penser. Elle fabrique presque un contrat. Si je te laisse du temps, toi, tu peux y prouver quelque chose sans qu'on te manipule. Enfin, ça reste un film, donc de fait, on est toujours manipulé, mais un peu moins, en tout cas, que d'habitude. Donc le temps amène petit à petit du sens. On va avoir un plan qui dure 10 secondes de plus, de fait, ça va nous obliger à habiter l'espace plutôt qu'à le consommer. On va être obligé d'être dedans, de regarder, d'aller dans le détail, de s'en imprégner. Donc passer du temps à nouveau dans le même lieu, ça va demander de faire l'effort de se demander pourquoi on y revient. Donc au final, on est spectateur de la vie locale et de la tragédie, et on sent que tout ça se mêle petit à petit, tout en gardant une distance. Ensuite, le dernier outil qui est un peu particulier, c'est le lieu de rencontre du récit. C'est la mer. La mer, c'est le lieu de rencontre pour tout le film. Alors c'est cette mer qui va engloutir les marins et les migrants. Elle fait partie du récit, elle crée le récit, mais c'est surtout, elle fait partie de la vie de l'enfant, de son apprentissage de la vie. C'est l'incertitude, c'est le danger, c'est la peur. Et elle est presque tout le temps présente dans le film. Concrètement, par exemple, avec les bulletins météo, ou alors avec les histoires racontées, ou plus métaphoriquement, on peut le voir aussi par les poissons qui sont cuisinés par la grand-mère. À chacun d'interpréter cette partie-là. Donc ce lieu, la mer, ça devient un élément qui connecte les deux visions présentes dans le film. Le drame des migrants en Méditerranée et la vie avec la mer de ceux qui vivent sur l'île. Alors ces outils de narration, ils permettent la compréhension, ça c'est sûr, mais ils apportent aussi une émotion, une empathie. Et on va appeler ça l'émotion cinématographique. La Méditerranée, c'est pas un dossier, c'est un rythme et malheureusement ça dure depuis des années. Ça dure tellement longtemps qu'on a eu des décisions politiques qui ont bougé. Il y a des vies qui passent. Et le vocabulaire officiel change. Les flux, la crise, la sécurité, le sauvetage, la lutte contre les passeurs, tout ça, ça va très vite et surtout ça s'use. Là où Fuku Amare va proposer quelque chose de très différent, une autre vision en fait, c'est parce qu'il va vouloir ralentir pour qu'on puisse mieux voir. Donc le film revient au concret. Qui vit ici, qui agit dans les drames qui arrivent. On parle aussi du silence que la mer transporte, alors c'est très lourd, c'est très lent. Mais à l'écran, on peut voir des plans sur la pêche, sur une sortie difficile en barque, et pas seulement sur les drames qui arrivent. On voit aussi la radio, on l'entend, qui va surtout annoncer des positions. L'actualité va passer par le son avant de devenir une image. Donc la question, ça va être comment est-ce qu'on peut éviter le scoop ? Il y a une grammaire cinématographique à trouver. Donc l'image choc, ça fait du bruit. Parfois beaucoup de bruit, alors qu'elle soit à la télé ou qu'elle soit dans les journaux, mais à un moment elle disparaît. Alors attention, je dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, il faut qu'elle existe pour qu'il y ait une prise de conscience d'un événement. Mais après, après il n'y a plus grand chose. Souvent elle tombe dans l'oubli, et ça c'est le cycle classique de l'actualité.
Et Fuqua Mare, là aussi, il va faire l'inverse. Lui, il tient bon, il garde son cap. Il propose une grammaire pour filmer les frontières sans oublier les hommes. Donc on voit à l'écran des visages à hauteur d'homme. Alors ce ne sont pas des victimes éternelles et ce ne sont pas des héros décoratifs non plus. Ce sont des visages qui existent dans ces lieux de vie. Alors c'est plus fort qu'un portrait qu'on aurait vu avant de tourner la page ou avant de scroller vers une autre photo de chaton trop mignon. Ensuite il y a les gestes, des actions précises. Soigner, cuisiner, réparer un bateau, checker la météo. Le geste va prouver la réalité. Ça va prouver que c'est tangible. C'est pas un simple titre de journal en bas d'une page. Et enfin, il y a les lieux. Ce sont les espaces qui portent l'enjeu. L'île, évidemment, le quai, le cabinet du médecin, la mer qui est filmée à distance. Ce qui est très fort, c'est de contextualiser même ce qui est banal. On prend conscience de ce qui l'entoure, de ce qui s'y passe, et tout devient à son tour tangible. On y croit un peu plus. Le lieu, il n'explique rien. Il permet juste de nous ancrer, en tant que spectateurs, dans une réalité, dans une temporalité, et c'est celle du quotidien. Justement, cette temporalité, c'est une autre information, c'est celle du jour présent. C'est pas hier soir en Italie, comme on aurait pu le voir à la télé, c'est ce qui va se passer en ce moment à l'écran, aujourd'hui si on peut dire, maintenant. Et il n'y a pas de recul. Donc le film nous embarque dans un lieu défini, réel, sur la côte, chez le médecin, etc. On retrouve ça dans les bulletins météo. On est dans le temps présent, on est ancré. Un autre point qui est particulier au niveau de sa gestion avec l'actualité, c'est que Fuqua Mare va éviter d'instrumentaliser la souffrance. Il a une éthique, donc encore heureux qu'il ait une éthique, mais on se rend compte que l'actualité, ça aime bien les chiffres et surtout ça aime bien les larmes. Et le documentaire, lui, en général, il essaie de faire un pacte avec le spectateur. Il lui dit « je vais pas utiliser la douleur comme un carburant narratif, le clickbait n'est pas nécessaire, on se respecte un peu quoi ». Alors même si on trouve un bon nombre de documentaires qui utilisent ça, ici c'est pas le cas, mais ça on en fera une autre vidéo. Donc le pacte est très simple. Le hors-champ est là pour me permettre de garder un peu de pudeur. En plus, le film n'explique pas tout, il appuie sur rien de spécial, il nous montre des bouts de vie, et c'est à nous de créer les liens petit à petit. Ensuite, le réalisateur nous parle de politique, sans faire de discours, et ça aussi ça fait du bien. La frontière, par exemple, c'est politique par nature, et si la mer est très souvent une frontière naturelle, ça reste flou à l'écran. C'est impalpable, et c'est très dur à borner, donc on n'a pas besoin de s'y attarder. La force, c'est de montrer le système par ses effets existants. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer au bord de la mer, et puis les résultats de ce qui s'y passe. La pêche, la vie, les gardes-côtes. Alors ce film reste nécessaire aujourd'hui. C'est un film qui a tendance à vouloir nous réapprendre à regarder. Il fabrique une mémoire utile, et pas un best-of d'horreur. C'est presque une école du regard pour le spectateur. Nous, on a l'habitude de scroller, de zapper, et parfois de faire même les deux en même temps. Et aujourd'hui encore, quand les images virales saturent, on a besoin d'un cadre qui laisse respirer pour comprendre un peu comment ces vies se passent, comment elles s'arrêtent et comment elles continuent. Alors c'est pas très loin de nous en plus, et c'est maintenant. La conclusion, elle va être assez simple. À mon sens, Fuqua Mare est un grand film. Fuqua Mare est un grand film. Tout ça parce qu'il tient sa ligne. Il montre une communauté qui vit pendant qu'une tragédie frappe à côté. Il fait le pont entre les deux, sans verdict tout près. Il laisse le spectateur penser. Il lui donne un peu un temps, sans morale, sans voyeurisme. Alors attention, on va pas éviter le sujet, les 15 dernières minutes vont vous rappeler qu'il y a un drame. Il n'y a pas de doute là-dessus, on n'y échappera pas. Mais c'est quand même dans un regard tenu, c'est relativement humble. C'est relativement silencieux. C'est un regard qui va nous rester dans la tête, alors que les grands titres ont déjà été supprimés de ton historique. Fuqua Mare s'occupe pas trop du bruit, mais il va chercher du sens. Donc ce qu'il essaie de faire, c'est plutôt de mieux montrer, et surtout de donner du temps pour qu'on puisse habiter un endroit, entendre des voix et respirer un espace. Les personnages sont pas surutilisés, les émotions sont relativement limitées, on tombe pas dans le drama pour rien. Il n'y a pas de scène tournée pour une bande-annonce, alors que ça apporterait rien à l'histoire. Ici, le contrat est très clair, le film observe, contextualise et assume ses choix. Au montage, c'est un peu la même mécanique, on cumule pas. On garde les silences qui tiennent et on enlève les explications qui bavardent. La mer filmée à distance, un souffle, une voix à la radio qui grésille, puis qui s'éteint, et on garde le plan, encore un peu plus, encore un peu plus. Alors certains auront pu regretter le manque d'intimité avec les migrants. Alors ce film a toujours une certaine distance avec eux, c'est vrai. Soit par pudeur, soit pour pas tomber trop dans le misérabilisme, je sais pas. Alors moi ça me dérange pas, puisqu'à mon avis c'est pas ça le but du film. Le film connecte deux mondes par la présence de l'île, le drame des migrants en parallèle de la vie quotidienne insulaire. À mon avis, c'est une des grosses forces de Fuqua Mare. Tenir une position quand tout invite à surenchérir. Donc, pourquoi pas, pour le prochain film que vous faites, assumez vos idées, restez proche de votre propos et essayez d'éteindre le bruit.
le film en dira un peu plus et peut-être qu'il restera dans la mémoire du spectateur un peu plus longtemps qu'un titre d'actu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un format un peu différent, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Alors n'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout abonnez-vous, la prochaine vidéo arrive bientôt sur encore un autre format, mais toujours à propos du monde du film du documentaire. À très bientôt. Allez, ciao. Donc, une des questions qui va aussi nous intéresser, c'est de savoir comment... Il y a mon chien qui se promène.